Ça y est, c'est parti, nous sommes en live sur Afropunk, sur Planète Afropunk. Donc, merci de nous avoir rejoints si vous êtes là. Moi, on ne vous voit pas, mais on sait que vous êtes là. Bienvenue, donc je m'appelle Shei Chenin, je suis la fondatrice et rédactrice en chef de Nothing But The Wax, un média dédié à la pop culture. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour un live débat avec plusieurs invités pour parler de la question de la visibilité des artistes noirs. Donc, on va commencer par présenter notre panel d'invités. Alors, ready for pictures 1, 2, 3? On va montrer les images quand même de nos invités. Donc, on va commencer par Marie Gomis, qui est la fondatrice de la galerie Number 8. Vous pouvez voir les photos qui s'affichent. Donc, c'est une galerie d'art digital dont l'objectif est de rassembler des photographes de la diaspora africaine. Et la galerie existe depuis 4 ans. Bonjour Marie. Bonjour Chaye. Merci d'être là. Ensuite, nous allons passer à Kayleen Pickensrich. Ready for pictures 4, 5, 6? Alors, Kayleen, elle a grandi à Paris, de parents afro-américains. Elle est illustratrice et BDiste. Alors, Kayleen, elle est l'auteure de Dining with Dana et surtout de la BD Deals Comics. Kayleen est basée entre Paris et New York et son univers s'inspire du manga, des BD françaises et belges et bien sûr de la tradition de dessin de presse américain. Bonjour Kayleen. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien. Merci. On va passer à notre invité d'après. Ready for pictures 7, 8, 9? Alors, notre invité d'après, c'est Josué Komoé. Josué est artiste plasticien, autodidacte. Il fait de la photo, de la peinture. Il essaye de représenter le divin avec un accent particulier sur la géométrie sacrée et les autoportraits. Josué est basé à Paris. Bonjour Josué. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ah oui, tu me vous vois toi maintenant. Bah, on essaie. Voilà, ça c'est le stress, hein, c'est le stress du direct. Et enfin, on va terminer avec Néhémie Lemal, Ready for Pictures 10 and 11. Donc, Néhémie est réalisatrice et chef opératrice. Elle est diplômée de l'école Cinéfabrique et elle signe son deuxième film qui s'appelle Ceux qui restent et ceux qui fuient. Donc, les thématiques de prédilection de Néhémie sont le passage de l'adolescence à l'âge adulte et ainsi que la mixité. Donc, merci à tous pour votre présence. Bonjour Néhémie. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Ça va bien. Super. Alors, donc on est là pour 1 heure ensemble, 1 heure pour discuter de la visibilité, de la représentation des artistes noirs dans l'espace public. Et donc, durant ces 1 heure, nous allons échanger pendant 45 minutes ensemble. Et après, on vous donne la parole à vous, public, pour poser vos questions. Donc, on aura 15 minutes d'échange tous ensemble. Ready? Alors, on va commencer tout doucement par une question. Je dis tout doucement, mais en même temps, on va rentrer dans le vif du sujet parce que 45 minutes, ça va assez vite quand même. Donc, ma première question que je vais poser, c'est déjà, plantons le contexte. De base, on sait très bien que la question de la représentation et de la visibilité des artistes noirs, ce n'est pas une question qui date d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que depuis la mort de George Floyd, suite à une interpellation policière en mai 2020, la question est revenue de manière centrale dans le débat public, au point même de constater qu'il y a eu un avant et un après George Floyd quant à la question de la visibilité des artistes. Donc ma première question, c'est essayer de me répondre par rapport à avant l'affaire George Floyd, comment vous, dans vos arts respectifs, vous viviez déjà la question de la représentation et de la visibilité? Alors, je vais commencer par m'adresser à Kayleen. Oui, alors, du coup, c'est beaucoup. Je te prends pas au dépourvu quand même. Non, pas du tout. Mais en fait, c'est juste que en fait, j'ai tellement à dire, mais je vais essayer d'être rapide parce que c'est vrai qu'on dirait qu'il y avait une vie avant George Floyd et une vie après, mais malgré le fait que ces choses se passent depuis des années, c'est qu'on dirait qu'en fait, il y a beaucoup de trafic en ce moment et que les gens ils sont en train de dire
oui, regardez tel ou tel artiste noir, sur les réseaux sociaux. Mais je trouve que c'est important en fait de sortir de ces réseaux et d'aller un peu plus loin et de dire dans des espaces physiques en fait, oui, par exemple mettre des artistes noirs dans des galeries de Soho ou des endroits en fait où on nous verrait vraiment presque jamais. Donc c'est une chose en fait de pouvoir dire oui, je fais attention en ligne, etc. Mais c'est une autre chose, en fait, de sortir de chez soi. Enfin, bon, on est quand même en pleine pandémie, donc c'est normal. Mais dans le futur, en fait, il faut se souvenir que ce qui est physique est vraiment ce qui va changer les choses, en fait, ce qui va faire avancer les choses. C'est pour ça qu'il y a autant de manifestations, parce que les gens, ils sont au courant maintenant, hein, qu'il faut sortir, du coup. Et toi, dans ton art en tant que BDiste, est-ce que tu fais face en fait à un challenge lié à la représentation et à la visibilité? Oui, énormément en fait, parce que j'ai une série où je colorie mon personnage, mais en fait mes autres séries, les personnages ne sont pas coloriés. Et ce qui arrive très souvent, c'est que les gens en fait, ils pensent que vu que c'est un personnage de BD, que c'est un personnage blanc. Or, ce n'est pas forcément le cas. Je ne spécifie pas vraiment la race de tous mes personnages. Il y en a où c'est ambigu et ça va rester ambigu. Les gens ils peuvent choisir un peu ce qu'ils veulent, mais c'est le fait que ça leur dérange, qu'ils disent pourquoi une artiste noire dessine des personnages blancs, etc. Or que c'est un peu une projection, on va dire. Donc, il faut savoir qu'en fait, il y a, et j'espère qu'avec George Floyd, que les gens vont enfin réaliser qu'il y a, les artistes noirs sont très variés. Donc, pourquoi est-ce que les artistes blancs ont le droit de créer et d'avoir des personnages qui sont reçus comme étant 3D, en fait, avec plein de possibilités, des choses comme ça. Pourtant, quand on est noir, on dit « Ah oui, non, forcément, ça doit être un personnage noir. » Donc, du coup, en fait, c'est... Pour moi, enfin pour mon art, ça a un peu changé les choses. Je pense que les gens ils sont un peu plus ouverts d'esprit, mais d'un autre côté, il y en a qui sont un peu plus fermés d'esprit parce que ils sont un peu dans l'émotion. Mais bon, dès que l'émotion sort, je pense que ça ira mieux. D'accord. Et toi, Marie, tu as créé Galerie Number 8. Est-ce que c'était seulement pour répondre à cette question de visibilité, de représentation? Oui, mais je pense que j'ai toujours fait ça. Je travaille dans la musique avant, et donc c'est naturel pour moi d'aller vers ce que je connais. Par exemple, quand je travaille dans la musique, c'était une évidence d'aller travailler avec des artistes qui font du hip-hop ou des gens qui sont connectés quelque part à ma culture. Donc c'est un automatisme, mais aussi je me suis rendu compte qu'il y avait besoin de montrer d'autres choses, parce que comme Kaline l'a dit, il y a des artistes qui sont variés, il y a une diversité qui est extrêmement riche chez les Noirs. Et donc, il faut essayer de représenter cette diversité au mieux. D'accord. Josué, tu veux parler pour ce qui te concerne? Non, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Non, mais clairement, je pense qu'il y a quelque chose qui fait que, d'une part, il y a quelque chose qui est bien dans le fait qu'avec George Floyd ou avec les mouvements qui sont passés, on a pu rendre visible énormément d'artistes. Mais en même temps, il y a une limite aussi à ça parce que on peut des fois nous rendre visible simplement parce qu'on est noir et c'est pas du tout le sujet. C'est parce que finalement, on est censé être pertinent dans nos domaines, on est censé avoir énormément de choses à dire, qu'on doit exister, pas seulement parce qu'on est visible. Donc du coup, il y a aussi quelque chose qui a forcément sa limite et la représentation a aussi sa limite, quoi. Donc je pense que c'est important de forcément aussi le savoir et être capable de jauger à chaque fois le bon comme le mauvais au final. D'accord. Et toi, Néhémie, en tant que réalisatrice dans le monde du cinéma, comment tu vis cette question de visibilité? Comment dire, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé après la mort de George Floyd. Ça a permis de faire passer des idées
qui passaient avant comme radicales. Ça a permis aussi, je pense, de faire réfléchir certaines personnes, faire en sorte que, exemple, sur des tournages, on peut avoir du racisme ordinaire. C'était quelque chose vraiment de flagrant. Et là, peut-être que les gens sont un peu plus réticents à ça. Après, j'ai l'impression qu'il y a des efforts au niveau des employeurs aussi, au niveau de certains employeurs, de prendre des stagiaires noirs ou des assistants noirs, etc. et tout. Mais c'est encore très lent parce que pour moi, à ma sortie d'école l'année dernière, etc., je sais que toutes les grosses expériences que j'ai eues où c'était bien payé, etc., c'est plutôt comment dire, des artistes, enfin des réalisateurs américains qui venaient en France et qui me laissaient réellement la chance, en fait. Donc, c'est compliqué. Parce qu'il y a toujours cette excuse aussi de dire qu'on n'arrive pas à trouver, en tout cas dans le cinéma, qu'on n'arrive pas à trouver de personnes noires, etc., qualifiées, etc. Mais en fait, si on ne nous donne pas la chance, c'est compliqué aussi. Donc, je sais pas si ça a vraiment fait bouger les choses. En tout cas, ça a remis en question certaines choses. Voilà. Ouais. Ce que je peux dire. Ce qui est clair, c'est que on voyait déjà un intérêt du grand public pour les artistes africains. Et ça, on le voit avec le nombre d'initiatives liées à l'art comme 154, AKA ou même Galerie Number 8 et d'autres. Mais c'est vrai que avec la mort de George Floyd, c'est comme si quelque chose avait totalement changé, qu'il y avait un éveil des consciences qui s'est créé. Et pourtant, c'est pas le premier mort perpétré par la police, en fait. Mais pourquoi, sur cet événement comme celui-ci, qui est récurrent, pourquoi sur cette mort particulière, ça a généré autant d'éveil des consciences, selon vous? Parce que c'est la goutte d'eau, c'est vraiment. Et puis c'était live sous nos yeux. C'est pas quelque chose d'agréable à voir et on ne peut pas mettre de distance par rapport à des événements comme ça. Donc, il s'est passé tellement de choses avant et on est quand même témoin aussi en étant sur les réseaux de la bataille que la famille d'Adama Traoré menée en France. Donc, on se sent tous concernés, qu'on soit noir en Afrique, en France, en Allemagne ou afro-américain. C'était un peu le truc qui a fait un peu déborder, le ras-le-bol et ça suffit. Et je trouve que c'était, pour moi en tout cas, j'ai trouvé, il y a effectivement eu un éveil, mais peut-être une communauté qui s'est peut-être retrouvée plus que jamais ou de manière globale. Et ça c'est vachement bien. Donc, est-ce que c'est peut-être aussi le fait qu'on était en confinement, je crois aussi, quand tout ça s'est passé? Enfin, je sais que moi, j'avais un ras-le-bol en confinement de voir plein de violences policières, etc. et qu'on pouvait clairement rien faire et que tu voyais plein de corps noirs meurtris ou autre chose. Il y avait un sorte je sais pas, de culture de la violence et on pouvait rien faire à cause du confinement. Donc, du coup, je sais que après le confinement, ou pendant le confinement, il y avait beaucoup de messages on n'avait que ça à faire. En tout cas, mon entourage avait que ça à faire. Et quand on est sorti, du coup, il y avait cette volonté d'aller le raconter dans les rues, quoi. Aussi. Bah, je sais pas si... Je suis totalement d'accord parce qu'il faut savoir aussi que même par rapport au confinement, aux États-Unis où ça s'est passé, il y avait énormément, enfin il y a toujours énormément de Noirs là qui sont en train de mourir. Mais c'est une quantité mais vraiment énorme par rapport aux morts blancs. Et vu que c'était vers le début en fait de la pandémie, je pense que les gens en fait ils ont vu ça, ils pouvaient pas tourner l'œil parce que c'est vraiment si quelqu'un habite vers un hôpital, ça se voit directement, c'est impossible de ne pas remarquer. Du coup, je pense que les gens en voyant leurs proches en fait mourir et ensuite voir la connexion avec le nombre de personnes qui ne sont pas blancs, qui étaient en train de mourir en même temps, et ça a créé une connexion qui ne serait pas arrivée en fait si on n'avait pas la pandémie.
Du coup, enfin bon, je dis pas que c'est une bonne chose, hein, mais je pense que en fait, ça a vraiment un rapport très très fort. Bah, d'ailleurs, ce qu'on constate, c'est qu'il y a énormément d'entreprises mainstream qui, du jour au lendemain, alors j'ai des entreprises, mais aussi des institutions comme des musées et autres, du jour au lendemain, ont commencé à dire, bon, effectivement, il faudrait peut-être qu'on fasse davantage de choses pour rendre visibles les artistes noirs en particulier. Donc, ma question s'adresse à vous tous. Est-ce que depuis cette affaire, vous, en tant qu'artiste, est-ce que vous avez beaucoup plus d'opportunités qu'avant? Josué? En France, c'est compliqué. En France, je pense que ça reste encore compliqué. Et ça se voit avec la plupart des initiatives qui ont été prises, c'est-à-dire qu'il va y avoir des expositions, du coup, où on va mettre plutôt en lumière des corps noirs, je pense. Je pense à l'exposition, par exemple, L'Homme Noir, je crois, qui avait eu lieu, Le modèle ou noir. l'exposition Le Modèle Noir, ou l'exposition Basquiat. Enfin, on sent qu'il y a énormément de personnes comme ça qui vont commencer à être visibles, ou des corps noirs, ou des modèles noirs, mais j'ai pas le sentiment qu'il y aura une réelle volonté des fois de travailler avec des artistes noirs en France. C'est très complexe. Et en même temps, je sens aussi que ce qui va être pertinent ce qui est en train de s'éveiller, c'est que les personnes noires soient aussi décisionnaires vis-à-vis des personnes qui sont visibles. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait des personnes noires dans les décisionnaires, en fait, des musées, des galeries, comme ça, des grandes institutions. Je crois que c'est ça qui compte le plus. Pas simplement qu'ils soient capables de dire, OK, on a bossé avec des artistes noirs. Non, non, ce qui compte, c'est que il y a des personnes noires qui ont décidé de travailler de manière pertinente avec d'autres personnes, et parce que il ne s'agit pas que de couleurs, et ça va beaucoup plus loin que ça. D'accord. Donc, ce que tu veux dire, c'est que, en gros, maintenant, on prend des artistes noirs parce qu'ils sont noirs et qu'il faut aller au-delà de la couleur. Bien sûr, je crois que ça a toujours été le cas, et je crois que ça, absolument, je crois que ça a toujours été le cas, et je crois que ça va continuer d'être le cas. Même si je pense on peut quand même, ça peut quand même exister. Et je pense que, bien entendu, il y a énormément d'artistes noirs qui, quand on ne leur donne que ça, le prennent, en fait. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que dans le débat, pour s'élever, il va falloir un petit peu sortir aussi des moments où on n'est qu'une représentation. C'est-à-dire qu'on est seulement à cette place-là parce qu'il faut une personne noire. Ça aussi, c'est très réducteur vis-à-vis encore une fois, de talents qui peuvent exister, encore une fois, de personnes qui sont absolument pertinentes et brillantes dans tous les domaines. Je crois que ça, c'est très important aussi qu'on garde en tête, et que les personnes qui, finalement, décident de qui peut être visible ou pas, le sachent, quoi. C'est vrai que c'est des choses que je vois, exemple dans le cinéma, où on a des acteurs noirs, des acteurs racisés, toujours dans les mêmes rôles. Et c'est plus compliqué, exemple, en technique, du coup, de prendre la place, en tout cas. On dirait qu'on ne devrait pas être à cette place, en fait. Et il y a beaucoup moins de techniciens noirs, en tout cas. Moi, j'en vois très rarement. Une fois, j'étais à Panavision, et on m'avait dit, ouais, t'es la première fille noire que je Panavision, vois. s'il te plaît? Panavision, c'est une boîte de location pour les lumières, pour le cinéma, etc. Enfin, c'est là où tout le monde va. Et donc, il y a plein de tournages. Et du coup, j'allais avec l'équipe caméra à Panavision. Et du coup, il y avait ce truc où tout le monde m'a regardé, etc. Et tout. Et j'avais demandé à quelqu'un de là-bas pourquoi, enfin, est-ce qu'ils avaient déjà vu des personnes noires ici. Et il m'avait dit il n'avait pas vu de personnes noires comme moi, en tout cas, une fille noire, travailler dans l'image et tout ça et tout depuis 10 ans, quoi. Donc, Waouh. mais en étant acteur, c'est un peu plus ouvert, je trouve. Il y a un peu plus ce truc de oui, tu peux prendre cette place. Il y avait toujours aussi, quand genre, je prenais la place en tant que technicienne, il y a toujours ce truc où on veut me mettre dans la lumière, en fait. Me dire, ouais, pourquoi tu fais pas plutôt actrice ou autre chose? Ou tu vois, genre, on va te donner des places un peu plus superficielles. Donc, c'est compliqué. Mais est-ce qu'à ton niveau, tu as plus d'opportunités depuis l'affaire George Floyd dans le cinéma? Ou ça n'a rien changé pour toi en France? Moi, du coup, avant l'affaire George Floyd, j'étais plutôt à dire vraiment les choses. Et donc, du coup, bon, je me suis fait un peu, comment dire, j'ai eu un peu de froid avec certaines personnes parce que je disais vraiment les choses. Après, elles sont revenues dessus après l'affaire George Floyd. Mais moi, je suis plutôt dans l'optique de faire mes opportunités, de les créer, parce que j'ai plus confiance en ça, dans le fait que, exemple, je vais chercher les financements au CNC, je vais chercher les financements à Lagardère, des trucs comme ça et tout. Donc, du coup, je me bouge plus sur ça parce que, en fait, je pense qu'en tant que femme noire dans le cinéma,
tu peux compter que sur toi. Parce qu'en vrai, moi, j'ai que croisé des producteurs, soit qui croyaient pas en mon projet, soit qui me faisaient comprendre que mon projet, il valait pas beaucoup, mais en soum-soum, quoi, genre en mettant un bas prix. Et bizarrement, quand j'y suis allée par moi-même et que je suis allée porter mon projet par moi-même avec tous les sous que je voulais, bah, exemple, le CNC a répondu favorablement. Ils m'ont même dit pourquoi tu n'en as pas pris plus. Donc en fait, j'ai l'impression que il y a plein de choses à réinventer, en tout cas dans le cinéma. Il y a plein de choses exemple, moi, en fait, mon projet ne passait pas trop parce que, genre, je suis une fille noire qui vient de la campagne, va-t-on dire, enfin, de Saint-Cyr. Je suis pas, genre, je veux pas porter forcément un truc, les clichés ou autre chose, les images qu'on veut d'habitude. Il y a beaucoup ce truc où j'ai plein d'amis artistes ou autre chose qui vont me dire, oui, pourquoi tu mets des acteurs noirs, pourquoi tu joues pas sur la carte de la fille noire ou autre chose. Enfin, tu vois, genre, c'est un truc où, genre, c'est compliqué de sortir de cette image. Donc, du coup, moi, je préfère créer ma propre entreprise, va-t-on dire. Mhm. Et en tant que chef-op, du coup, je vais aider mes potes, je vais apprendre plus sur la technique, etc. et tout. Mais à côté, je fais mes projets pour pouvoir, voilà. D'accord. Et toi, Marie, est-ce que tu as eu plus d'opportunités depuis l'affaire George Floyd? Il y a des choses qui se sont ouvertes. Il y a beaucoup de gens qui m'ont approché pour des collaborations, des gens avec qui, franchement, j'ai pas envie de travailler. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que, comme Josué l'a dit, c'est pas des choses qui viennent de la France, en tout cas. Waouh! Et, moi, ça me fait plaisir quand j'entends Naomi qui dit que il y a des gens qui font des efforts pour avoir des stages, être un peu plus inclusif. Mais vraiment, j'ai vu quelques changements au niveau de la photographie de mode dans les éditos. Il y a on utilise plus souvent de photographes noirs et des corps noirs. Par exemple, un magazine comme Aime le Monde, mais c'est jamais des photographes français. Et il y a des noirs qui sont mais top de chez top. C'est jamais eux qu'on utilise. Donc, les efforts sont faits. C'est un petit peu toujours mieux quand c'est les Américains ou peut-être les Anglais, mais on ne regarde pas ce qui se passe chez nous. On a un peu ce complexe, je ne sais pas, je trouve qu'on ne nous respecte pas suffisamment à notre juste valeur. Et c'est pour ça que, comme Noémie le dit, c'est super important d'y aller et de se prendre en main et de ne pas compter sur l'extérieur pour se faire valoriser. Moi, je l'ai fait pendant longtemps, cette erreur. Dans la musique, en étant un peu de token black girl, et en travaillant avec des équipes tout autour qui n'ont absolument pas la culture de ce qu'ils sont censés vendre, bah, c'est pas un environnement où tu peux vraiment t'épanouir en tant que créative. Donc il faut se prendre en main et c'est pour ça que j'ai monté ma galerie. Parce que au moins, j'ai vraiment le contrôle de décider quels sont les artistes avec qui j'ai envie de travailler et aussi d'avoir cette connexion avec eux et peut-être voir des choses qu'eux ne voient pas à certains moments pour les pousser dans la bonne direction. D'accord. Alors, toi, Kayline, tu es entre Paris et New York. Du coup, tu arrives à voir les deux expériences, les deux réalités. Est-ce que toi, à ton niveau, tu as eu des opportunités déjà? Et si oui, est-ce que c'était plus à Paris qu'aux États-Unis? Et deuxième question également pour toi, est-ce que tu arrives à expliquer pourquoi il y a plus d'opportunités qui viennent des Américains, en tout cas que les choses se concrétisent davantage quand ça vient de personnes étrangères et qu'en France, malgré tout ça, malgré tout ce qui a été dit, malgré les professions de foi des entreprises et tous ces statements, il ne se passe rien. Comment tu arrives à l'expliquer, toi qui as un petit peu cette double vision? Donc, du coup, en fait, je pense que pour commencer, quelque chose de très important. Donc, moi, j'ai deux privilèges. Donc, c'est le privilège américain, mais aussi le privilège français. C'est vraiment très important à noter parce que ça change mon expérience par rapport à quelqu'un qui n'a pas ces nationalités qui sont assez, qui sont vues comme des nationalités un peu plus hautes, malheureusement, hein, dans notre société. Donc, il y a ça.
Mais j'ai l'impression, en fait, entre Paris et New York, vu que je suis ici en ce moment, à New York, les gens sont toujours très... Et ça, c'est bien avant George Floyd, ils étaient très... bon, let's go, tu veux faire un projet, bah vas-y, on le fait maintenant. Donc, s'ils sont intéressés, s'ils ne sont pas intéressés, c'est genre... Ils ne te répondent pas, mais s'ils sont intéressés, c'est genre on commence demain. Mais à Paris, c'est très, très lent, ou alors ça ne se fait simplement jamais. Ce n'est pas la même chose, surtout avec les artistes noirs à Paris. Il n'y a pas beaucoup de représentation, mais il n'y a aussi pas autant d'opportunités qui commencent depuis le début. Donc, même avec les écoles et les enfants noirs, ils ne sont pas très poussés à être créatifs, enfin, plein de trucs comme ça. Mais ensuite, avec par exemple des galeries, etc., c'est vrai que, comme dit Némi et Marie, il faut chercher soi-même, mais il faut aussi pousser pour que ce soit partie de la norme, en fait, qui est des artistes noirs avec les autres artistes aussi. À New York, il y a un peu cet élément quand même, dans certains endroits, par exemple à Soho, les galeries, c'est très tradition, blanc, etc. Du coup, voilà. Par contre, la différence, c'est qu'il y a beaucoup d'événements qui sont créés par des créateurs noirs et qui marchent très, très bien. Donc, franchement, toutes les conventions que j'ai faites, était soit c'était Women in Comics, East Coast Black Age of Comics, des trucs comme ça en fait. Et ce que ça fait en fait, c'est que ça donne l'occasion pour que le public puisse voir des personnes qui sont comme eux en train de faire leur truc, ce qu'ils veulent. Et ça, c'est très important. Donc je dirais que c'est ça la différence. Pour naviguer les deux, et si George Floyd a changé les choses, c'est très difficile à dire, vu qu'on est un peu en confinement et du coup, on ne peut pas avoir autant d'événements vraiment physiques. Donc, il n'y a pas... Et les gens, ils n'ont vraiment pas assez d'argent, en fait, pour faire leur... propres événements, parce qu'il y en a des nouveaux qui sortent, hein, genre souvent, tous les quelques années, quoi. Mais les gens, ils n'ont pas l'argent pour ça, donc c'est un peu difficile à dire. Je trouve qu'à Paris, il n'y a pas grand-chose qui change en général. C'est juste, les Français, ça prend du temps, mais énormément de temps. Et les Américains, ils sont plus rapides. Mais je ne pense pas que l'un soit forcément mieux que l'autre. En fait, il faut juste utiliser chaque chose, en fait, chaque chose a sa bénéfice, en fait, et il faut prendre avantage, quoi. Donc, en France, si on est en BD ou en cartoon ou des trucs comme ça, c'est très, très bien parce que les gens, ils voient ça comme un art. Or qu'aux États-Unis, c'est plus... oui, c'est quelque chose vraiment juste pour divertir. Enfin, voilà, c'est pas vu aussi, de façon aussi sérieuse. Par contre, si on veut vendre cet art, c'est plus facile de le faire aux États-Unis. Donc, il faut prendre le meilleur des deux mondes, en fait. Et puis, la deuxième partie de la question, c'était... Est-ce que toi-même, tu as eu des opportunités depuis cette affaire George Floyd, en termes de visibilité ou même en termes de marché, tout quoi? On va dire, pas enfin, peut-être en micro, on va dire, j'ai eu... des gens sont plus ouverts pour travailler ensemble ou alors pour publier une BD, ils sont un peu plus ouverts parce que bon, ils veulent ce côté de diversité. Ce qui peut être bien, mais qui peut être un problème aussi, c'est que quand est-ce que c'est l'artiste et quand est-ce que c'est la diversité, quoi. Mais bon, je pense que ça ira quand les gens ils auront moins de réactivité comme ça. On va dire dans quelques années, quoi, on verra vraiment qui est sérieux par rapport à ça, qui veut vraiment, vraiment aider les artistes noirs. Et puis, du coup, pour moi, oui, j'ai eu des opportunités, mais bon, on verra plus tard si ça va continuer. D'accord. Ce que je constate dans vos réponses, c'est qu'il y a vraiment cette idée de dire que stop la tokenisation des artistes noirs
et en même temps de reconnaître que les opportunités s'ouvrent. Toi, Marie, tu disais que tu as eu des opportunités et qu'il y a des gens avec qui tu as envie de travailler et d'autres pas du tout. Comment tu arrives justement à faire la distinction entre si ces gens qui viennent te contacter, si ce n'est pas juste de la récupération de marketing, juste pour la hype, juste pour le nom, Ouais. ou est-ce que tu arrives à faire la distinction entre ceux où il y a une vraie sincérité, on n'est pas juste dans de la performance Voir qui est vrai et qui est... Mmh. Il n'y a qu'à voir le travail des gens et de voir un petit peu... tu vois, c'est un respect mutuel que tu as pour le travail des gens déjà et je pense qu'il faut aussi avoir un petit peu... il ne faut pas s'exciter et décider d'aller s'associer avec n'importe qui simplement parce qu'on a des opportunités. Quand tu crées ton entreprise, ton business, tu as une vision et donc c'est super important de travailler avec des gens avec qui ça peut fonctionner. Donc, tu peux avoir de très grosses plateformes, des gens importants qui te tendent la main, mais je veux dire, si ça t'apporte absolument rien au final et si tu ne vas pas t'épanouir et si tu vas perdre ta mission, ça ne vaut pas le coup de le faire. Donc, l'argent n'est pas forcément le premier gain parce que sinon, si tu te fais manger, je veux dire... vous voyez ce que je veux dire Mais dis-le. Mais et les artistes qui vont te dire, mais Marie, il faut qu'on mange, nous aussi. Mais bien sûr, mais bon, il y a manger et manger. Voilà, il faut, tu vois, avoir une bonne diète, une bonne... ouais, voilà, il faut savoir, il faut se faire de bonnes associations et pas n'importe lesquelles. Donc, en tout cas, c'est comme ça que moi, je le vois. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que ce coup de projecteur qu'il y a aujourd'hui sur les artistes noirs, comment on fait pour le pérenniser? Noémie, est-ce que tu as une réponse? Comment on peut faire pour pérenniser cette ouverture? Je ne sais pas, je pense peut-être créer des choses concrètes du genre des organisations. Enfin, moi, je sais qu'exemple, je fais partie de Femmes à la caméra. Tu peux C'est nous en très dire un peu plus? spécialisé. C'est une asso? Oui, c'est une association de chefs-op où il y a plein de chefs-op de cinéma. Il y a Céline Sciamma, il y a, il y a la chef-op de Céline Sciamma. Il y a plein d'autres chefs-op, etc. Et du coup, il n'y a pas forcément beaucoup de racisés. Et moi, je trouvais ça intéressant, exemple, de créer des organisations d'artistes, autre chose, ou des répertoires comme a fait Cinewax, qui est en train... Cinewax est en train de monter ça. Mais je pense qu'il faut faire, oui, des choses concrètes. Parce que sinon, il n'y a pas d'action. Je pense ouais, des répertoires comme ça peut être une bonne idée. Parce que sinon, on se retrouve souvent seul, je pense. Josa Enjambé, exemple, en parlait très bien. Je ne sais pas si vous connaissez, elle a fait Le bleu, blanc, rouge de mes cheveux, Baltringue. Et du coup, elle disait qu'elle était souvent seule, exemple, en tant que jury au CNC ou dans des organisations, etc. Et tout. Et c'est vrai. Et du coup, pour que ça serve à la nouvelle génération, etc., et qu'on puisse plus se développer, je pense que c'est vraiment important de créer des organisations comme ça. Voilà. Et toi, Josué? Même chose, hein, je pense que la solidarité, c'est quelque chose qui peut faire en sorte que ça évolue. Je crois aussi qu'il faudra qu'il y ait une espèce d'éducation sur à quel point on parle de choses qui sont complexes. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas les simplifier, il ne faudrait pas les rendre simplistes. Il ne faudrait pas que la réalité se déforme parce que, encore une fois, c'est simplement de la visibilité, c'est simplement, comme disait Marie, de l'ordre de l'argent, c'est simplement... Non, je pense que c'est plus profond que ça. Et ça peut être très destructeur aussi de se rendre compte que ce qu'on va chercher juste comme gain et comme succès, ça va être juste l'argent ou juste le fait de pouvoir exister dans des espaces où on n'est pas forcément respecté. Enfin, il y a vraiment un truc où je crois qu'il s'agit juste de garder son âme et Justement, pouvoir, Josué, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Parce que je sais que toi, à un moment donné, il y a quelques années, tu avais une très grosse exposition dans les médias français. Et à un moment donné,
as disparu, tu as fait le choix de disparaître. Est-ce que tu peux Je crois que j'ai expliquer toujours disparu. comment, en tant qu'artiste noir, d'un coup, il y a une forme de visibilité, de succès apparent, comment on gère ça en fait? Et toi, qu'est-ce que tu as fait dans ton cas? Moi, je crois que c'était bien, c'est que je savais déjà d'emblée, j'avais déjà choisi qui j'ai envie d'être et qu'est-ce que je voulais faire et où j'avais envie d'être aussi, qu'est-ce que j'ai envie de dire. Qui j'étais, je crois que c'est des questions que je savais totalement. Ce qui a fait que quand il y a eu une espèce de visibilité, je me suis rendu compte aussi qu'elle était très, à la longue, malsaine parce que ça dénaturait mon travail et ma personne. Ça veut dire qu'en France, la plupart des articles que j'ai pu avoir, même si au départ, il y a plein de médias comme ça, de droite, de trucs, qui venaient avec des journalistes noirs, souvent des femmes, l'article se passait très bien et j'avais la possibilité de parler de racisme, de parler d'à quel point le parcours d'un artiste en France dans des écoles élitistes, s'il est noir, va être différent de celui d'artiste blanc. Mais c'est quelque chose qui était changé au final par la direction. Donc ça devenait juste, on m'appelait le titre peintre des minorités, l'artiste. En fait, j'étais visible simplement parce que je payais des personnes noires. Donc, C'est ouais, il y a méchant vraiment quand un même, truc où hein, c'est peintre des totalement. minorités. Hein. Mais pour eux, c'est pertinent. Et on sent qu'il y a vraiment un truc en France, en tout cas, ils vont avoir du mal à s'élever, ils vont avoir du mal à comprendre que le débat est plus profond. Et je crois que des fois, ça va être aussi un choix pour ne Et pas pourquoi ils n'y finalement arrivent pas en rendre France? complexes les choses. Je crois que c'est un choix. J'ai l'impression qu'il y a des deux. C'est-à-dire que simplement qu'ils n'ont pas envie que mon travail existe dans certains espaces. Ils n'ont pas envie que ce que je dis avec mon travail et ce que je dis avec ma personne existe dans certains espaces. Et ce que je dis avec ma personne, c'est simplement, il y a un espèce de miroir dans lequel la plupart des artistes noirs en France, ou la plupart des personnes noires en France, j'ai l'impression, sont des miroirs qui reflètent un petit peu le racisme, en fait, des Français et leur système qui est totalement euh, oppressif. Et c'est un petit peu ce qu'ils n'ont pas envie de voir. Donc, je crois que le fait de faire le choix de toujours faire en sorte que le level de discours et de débat soit totalement bas, ça fait que ouais, ils sont pas inquiétés en fait. Donc je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui se joue quoi. Quelqu'un veut réagir à ce que vient de dire Josué? Je suis absolument d'accord avec Josué et je pense qu'en France, on a cette tendance à se cacher derrière le drapeau tricolore et parler de liberté, égalité et fraternité et de pousser tout. On ne veut pas nous écouter, tout simplement. On en a parlé ensemble, Rokhaya Diallo qui fait tous ces débats où elle est toujours seule contre tous. Donc voilà, je veux dire, on a qu'on ait nos médias, qu'on ait nos propres plateformes et qu'on avance. Et c'est pas être anti-blanc, mais c'est vraiment essayer de faire en sorte de nous faire évoluer, que ce soit dans l'art, que ce qui est des attachés de presse qui nous aident à promouvoir, parce qu'il y a des gens qui sont talentueux, qui font ça dans d'autres domaines. Mais voilà, ça serait bien qu'il y ait des gens qui donnent un peu de temps pour notre culture, pour la promouvoir correctement, qu'il y ait des journalistes qui s'arrêtent un petit peu plus sur le sujet et qui aillent vraiment à la recherche des artistes et des acteurs de l'art. Parce que je me vois aussi un petit peu comme une artiste aussi, où on a besoin d'avoir le soutien de la presse, on a besoin d'avoir cette visibilité pour notre travail. Et oui, donc notre rôle aussi n'est pas que de prendre. Quand on a des choses bonnes qui se passent, il faut savoir donner, il faut savoir supporter des initiatives comme Crotrajmé ou d'autres associations. Donc, si on peut faire, bientôt je vais faire une vente, on va collecter de l'argent pour justement pour eux et d'autres initiatives. Il faut faire des choses comme ça. Il faut savoir donner, il faut avoir donné du temps pour les gens qui ont la même passion que nous. Ouais. D'ailleurs, par rapport à ce que tu dis de se soutenir entre soi, et tu le fais déjà, tu le fais toi-même via Galerie Number 8, parce que vous avez fait une collecte de fonds. Donc j'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus de cette collecte de fonds. Et puis toi-même, en créant cette galerie, il me semble que vous n'êtes pas non plus des millions de femmes noires à la tête de galeries d'art en France. Il y a quelques doyennes en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun. Mais c'est vraiment les seuls. Je crois que j'ai croisé sur
cas l'année dernière, une Parisienne, donc je ne me souviens pas son nom, je suis désolée, une galeriste noire à Paris, donc, mais c'est très rare. J'étais sur un 54, on était peut-être une dizaine de galeristes noirs, dont 4 femmes noires, ce qui faisait chaud au cœur, mais on n'est pas dans la... je veux dire, c'est même pas la moitié du nombre d'exposants. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Et donc, il faut aussi démocratiser tout ça. C'est vrai que ça fait peur. C'est vrai que dans le monde classique, on va dire, traditionnel, les galeries sont des gens qui sont riches et qui vendent à leurs amis qui sont riches. Mais moi, je ne suis pas riche. Absolument pas. Mais j'avais envie d'y aller et j'avais envie de le faire. Et d'aider les artistes qui me ressemblent et aussi d'essayer d'avoir une culture de jeunes collectionneurs noirs. C'est vachement important pour notre art d'avoir ça. Donc, ouais, il faut qu'on se relève tous les manches. Il faut qu'on se relève les manches et qu'on soit pas trop dans la mentalité française où on attend qu'on nous donne et y aller. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se bougent et qu'il y a quand même une volonté de faire dans l'entre-soi, etc., mais qui a vite un plafond de verre aussi. Et la réalité qui nous rattrape. Par exemple, même si c'est pas de l'entre... Par exemple, je vois... Tu parles d'une réalité financière, d'une réalité en termes de réseau, de gens... Dans le fait que quand tu fais de l'entre-soi et que ça marche vraiment beaucoup et mieux que les autres, là, je pense que, genre, exemple, l'État français peut mettre sa patte ou autre chose. Il peut avoir, je sais pas, ce plafond de verre, tu peux... Enfin, je sais pas, exemple, quand je regarde ce qui s'est passé, c'est peut-être hors rapport, mais j'avais l'impression que c'était un plafond de verre. Ce qui s'est passé avec Loose and the Yakuza, moi, je trouve que son image est vraiment très bien. Et que, genre, c'est une très belle femme noire, autre chose. Et elle a eu des... Qu'est-ce qui s'est passé avec Luce ? Elle a eu des... En fait, il y a une photo d'elle et il y a eu des insultes négrophobes envers elle parce qu'elle était dark skin. Et elle a beau s'en foutre de ce qu'on pense d'elle, etc., autre chose, mais c'est là, en fait. Et le public français réagit quand même beaucoup comme ça. Exemple avec Aya Nakamura ou autre chose. Je parle de ce genre de plateforme verte. Je pense qu'il y a vraiment des gens motivés à faire même dans l'entre-soi où genre je vois des fois il y a des initiatives et des fois du coup après c'est repris par on est de notre côté et c'est repris par la presse pour dire oui c'est communautariste, ouais c'est mauvais ou etc. Et ça c'est le truc super français, etc. Et c'est pour ça que c'est important. J'espère qu'il va y avoir d'autres médias je veux dire, on a la technologie aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a que ces 3 chaînes avec les mêmes guignols autour de la table tout le temps à parler des mêmes choses? On a besoin d'avoir cet équilibre en France. Et il n'y en a pas. Je posais une question un peu piquante. Bon, là, on est tous sur Afropunk, une plateforme noire et américaine, certes, mais noire. Et est-ce que finalement, on est en train de dire qu'il faut faire entre soi, qu'il faut qu'on se serre les coudes, qu'on crée nos propres opportunités? Est-ce que dans le même temps, toi, Josué, en tant qu'artiste, toi, Néhémie, en tant que réalisatrice, toi, Kéline, en tant qu'illustratrice, et toi, Marie, avec ta galerie, qui sont ceux qui consomment vos arts? Personne qui veut répondre. Ne dites pas que c'est une question... Les enfants. je suis mort. Je sais. Moi, je peux répondre en vrai, hein. Mais j'ai envie de vous laisser répondre d'abord. Ça sera la dernière question parce qu'il nous reste quelques minutes. Donc, allez-y, question courte. Et j'y vais vite. Vas-y, Marie. Pas assez noir, voilà, c'est ma réponse. C'est pas assez noir et ça, j'essaie vraiment de démocratiser ça et d'encourager les gens à collectionner.
en faisant des initiatives, par exemple, en faisant des posters collecteurs, en faisant des petits formats, des prix beaucoup plus accessibles, parce qu'il ne faut pas que l'art fasse peur, et c'est important que l'art de mes artistes soit présent aussi chez des Noirs, et surtout chez des Noirs. Donc, et ce n'est pas de être anti-blanc en disant ça. Mm. Donc, je me tais, il n'y a pas beaucoup de temps. Vas-y, Zoché. Kéline? Bah, moi, c'est surtout, on va dire, moitié très jeune, ensuite jeune et quelques adultes, parce que bon, c'est des BD. Mais la plupart des gens, en fait, que je rencontre qui reconnaissent ces BD sont des jeunes noirs. Parce que je pense qu'il y a un côté, en fait, que si on met notre image au public, notre image personnelle d'artiste, les gens ils vont voir ça et ils vont trouver ça soit inspirant ou alors ils vont se dire oui, ça me rappelle un peu moi et du coup, c'est ça qui attire l'audience. Hein. Après, ça peut devenir un peu plus compliqué parce que, bon, avec des illustrations et des BD, on a des séries et forcément, chaque série aura sa propre démographique. Mais de façon générale, c'est juste en exposant mon travail dans des conventions ou même mon premier article sur Afropunk, des choses comme ça en fait, c'est où est-ce que en fait on est en train de mettre nos efforts et notre art qui va attirer l'audience. Du coup, et puis l'audience noire est très réceptive parce que c'est des gens en fait qui veulent voir autre chose quand même. Ils ont soif. Hein. Et du coup, pour moi, c'est plutôt des jeunes noirs, on va dire, oui. Et j'espère que eux-mêmes vont créer leur propre chose et feront la même chose. Merci, Kéline. Il nous reste quelques minutes. Donc, Josué et Néhémie. On commence par Néhémie. Oui, moi j'ai plus l'impression que c'est des gens qui me ressemblent parce que mon premier film, c'était quelque chose que j'avais pitché et qui n'intéressait pas forcément les personnes blanches. Et j'étais dans un processus où on était dans le déni de ce que je vivais. Et donc, du coup, j'ai eu l'impression que en projection, ou exemple, ça a été beaucoup des étudiants aussi qui ont organisé des projections, etc., des étudiants racisés, etc. et tout. Et donc, du coup, il y avait, moi, à chaque projection que j'ai faite, j'ai eu l'impression que j'avais vraiment des gens qui me ressemblaient et qui se retrouvaient dans mon art. Et j'avais l'impression aussi de cette demande. Donc, du coup, voilà. Après, peut-être un peu plus sur Internet, plus des personnes blanches. Mais j'ai plus l'impression que c'est des personnes racisées et que justement, souvent, on me demande d'être moins spécifique, du coup, et de plus m'ouvrir. Donc, merci Néhémie. Je suis désolée, je suis obligée d'aller vite. On me dit qu'il faut passer au Q&A, mais je vais te laisser répondre très, très rapidement, Josué. Moi, c'est pareil, je vais rejoindre les autres. Je pense que c'est les personnes noires qui souvent consomment le plus. Et encore une fois, si on entend par consommer juste vivre l'art, le ressentir aussi et en discuter. Après, pour acheter aussi, même si forcément, il faut se rendre compte aussi qu'on ne peut pas consommer de la même manière quand on a de l'argent ou quand on n'a pas. Ça dépend aussi d'énormément de ces choses-là. Mais par contre, je pense qu'on peut être reconnaissant et se rendre compte que chacun va essayer de vivre l'art ou consommer l'art des artistes qu'il aime à sa manière et comme il le peut, etc. Voilà quoi. Merci à tous pour vos réponses. Vous voyez, 45 minutes, c'était très court pour débattre d'un sujet aussi important. Mais je pense que des solutions ont été quand même données. Let's go now for the Q&A. Donc, on va passer maintenant aux questions-réponses avec le public. Donc, alors, pour ceux qui veulent poser des questions, vous vous manifestez et on vous donnera la parole. On vous demandera donc de mettre votre caméra et de poser votre question et nos invités se feront un plaisir d'y répondre. So let's go now for the Q&A, please. Pas de questions? Ah, je vois une main qui se lève. Oui, j'ai l'impression. Nous, on va continuer notre conversation, hein,
s'il n'y a pas de questions. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole dans le public? Est-ce que quelqu'un veut partager un avis sur ce qui a été dit? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Il nous reste encore 10 minutes d'antenne, donc c'est le moment. Alors, si vous avez peur de parler, vous pouvez aussi envoyer vos questions à l'écrit, hein, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jugement. On est en famille. Bon, en attendant que quelqu'un veuille poser une question, je vais demander à chacun en fait de peut-être nous dire son actualité, où est-ce qu'on peut les retrouver, sur quels réseaux sociaux, etc. Donc, on commence par Marie. Alors, on peut me suivre sur Galerie sur Instagram. Il n'y a pas vraiment d'expo, etc. à cause de la pandémie. Mais j'ai un projet qui va arriver au mois de novembre. On va faire une vente pour Noël avec de très belles choses à tous les prix pour encourager les gens à collectionner. Et aussi, on va faire une vente caritative dans In The Mix. Et on va soutenir The Black Curriculum UK, qui est une association qui apprend l'histoire des Noirs dans les écoles aux jeunes. C'est super ce qu'elle fait, cette fille, elle est très, très jeune. Et on va également donner de l'argent, collecter des fonds pour Courtrajmé Marseille, qui est ma ville. Je pense que je l'ai dit plusieurs fois déjà. D'ailleurs, en parlant de Courtrajmé, comme vous disiez, c'est encore les Américains qui soutiennent, puisque Netflix a annoncé officiellement qu'il allait devenir partenaire avec Courtrajmé. Ouais, mais bon, il y a quand même encore besoin de beaucoup d'argent. À Marseille, notamment, ils doivent collecter plus de 50 000 euros d'ici la fin de l'année et ils n'y sont pas encore. Ok. Néhémie, où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelle est ton actu? Mercredi, il y a une projection aux Subsistances à Lyon. C'est mon post-diplôme, ma remise des diplômes, et aussi la projection de mon prochain projet qui est en travail, mais il y aura 37 minutes du coup de mon prochain projet. Et ça serait super intéressant de retrouver des gens là-bas. Et ensuite, après, en janvier, normalement, je ferai une très grosse projection de 52 minutes à Paris. Donc voilà, en espérant vous y voir. Voilà. Merci. Est-ce que tu as donné tes réseaux sociaux quand même? Je crois pas. Oui, Donne-les, hein, ça peut toujours servir à ceux qui veulent suivre ton travail. oui, sur Instagram, je m'appelle Néhémie Lemal. Après, j'ai Facebook et Twitter et c'est toujours Néhémie Lemal. Voilà, comme le bien. Enfin, voilà. Alors, est-ce que dans le public, Ouais, c'est pas drôle. Est-ce que dans le public, Paris Mitchell veut poser une question? Allô, allô, Paris Mitchell? Non. Bon, en attendant, je vais donner la parole à Kayline pour dire quel est ton actu et où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut suivre ton travail. Alors, sur Instagram, c'est Dr. Kaylin, donc DRCALYN. Et puis, sur YouTube, où je montre tous mes behind the scenes, c'est Kaylin Pickens Rich, juste mon nom. Donc, voilà. Et ce soir, ce sera peut-être un peu trop tard pour ceux en France, mais ce sera minuit ou alors 18h à EST. Je fais un workshop en fait sur comment créer des personnages de BD, comment créer des mondes de BD. Donc c'est Afro Comic Con et normalement en fait c'est diffusé, mais je pense que c'est possible de retrouver la diffusion plus tard. Merci Kaylen. Paris Mitchell, est-ce que tu peux activer ton micro ou je pose ta question directement? Bon, je vais poser ta question directement alors. La question de Paris Mitchell est la suivante. Combien de temps pensez-vous que nos efforts peuvent encore changer les choses? Je ne sais pas si elle est très claire la question.
En gros, il faudra encore attendre combien de temps pour que tous les efforts que vous faites en tant qu'artiste, en tant que promoteur, pour que les choses changent? Qui souhaite répondre? Moi, Allez-y, allez-y. je sais pas, moi, je pense rapidement qu'il faudra 0 et en même temps une éternité, dans le sens où je crois que tout ce qu'on est en train de faire change tout de suite maintenant parce qu'on est en train de parler, on est en train de méditer sur ce qui se passe. Donc, ça montre qu'il y a un changement qui s'opère tout de suite et en même temps, je pense que ça va prendre énormément de temps, peut-être une vie, et je ne sais pas si on aura nous-mêmes l'opportunité de voir tous les changements, mais je suis certain que les changements vont arriver, simplement déjà parce qu'on est là, tous ensemble à discuter de ça, et puis aussi parce que ouais, je crois que il y a James Baldwin qui parlait de ça et qui disait de toute façon, tant qu'on vit, tant qu'on est là, en fait, c'est l'optimisme déjà. Donc, enfin, ouais, je parle de cette idée-là. Ouais, on a beaucoup de choses à changer dans l'éducation des enfants, leur donner des opportunités déjà sur le banc de l'école. Donc ça, voilà, on doit arriver à ça pour vraiment voir ce changement un peu plus, pour qu'il y ait un shift un peu plus rapide. Mais voilà, c'est un travail de longue haleine et il ne faut pas baisser les bras. Et toi, Kaylen, tu voulais répondre? Oui, non, mais José, c'était parfait. J'allais dire justement, il n'y a pas de limite, mais en même temps, ça se passe tout de suite. Donc, il faut penser plus, je pense, dans le sens où qu'est-ce qu'on fait maintenant plutôt que combien de temps est-ce que ça va prendre. D'accord. Josué, pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver et quelle est ton actu à venir? Alors, je suis encore en mode fantôme. Du coup, c'est difficile de me retrouver, mais par contre, sur le site de la galerie de Paris, Oui, puisque vu que c'est là-bas qu'il y a énormément de. Voilà, et c'est là-bas que j'ai énormément de boulot, en tout cas, qu'on peut voir. Mais sinon, je pense que j'apparaîtrai bientôt. Je ne sais pas où, on peut quand même te comment, suivre mais sur tes réseaux sociaux. sur Instagram, bien sûr. Josué Komoé sur Instagram, mais c'est vrai que je ne suis pas du tout actif. Donc, c'est normal si jamais je ne suis pas actif, mais bientôt. Voilà. Merci beaucoup à tous, vous les panélistes, vous les auditeurs qui ne voulaient pas poser de questions, sauf Parish. Donc merci Parish. Donc merci à tous pour ce live. Merci beaucoup à Afropunk d'engager ce type de conversation. Et puis moi, pour me retrouver, vous pouvez retrouver sur nothingbutthewax.com. Donc comme je l'ai dit au départ, c'est une plateforme média, pop culture et société. On est également sur Twitter, Facebook et Instagram. Donc, merci beaucoup à tous et je vous dis à bientôt. Merci. Merci. Bye. Bye. Bye.